Bienvenue Eva. Merci. Je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne Autrement. On va discuter de pas mal de choses intéressantes. Merci d'être venu aussi de France jusqu'à Bruxelles. Alors pour te présenter un petit peu aux personnes qui ne te connaissent pas, tu es la cofondatrice et la coprésidente de Quota Climat, qui œuvre donc pour mettre l'urgence écologique à l'agenda des médias. Tu travailles aussi en politique, il me semble. Tu es assistante parlementaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que déjà, tu as envie de rajouter quelque chose à ma petite définition de comment je t'ai présenté? Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire d'où est venu un petit peu ton engagement pour ces causes écologiques? Alors, la présentation est limpide. Mon engagement, je pense qu'il est venu de ma famille, parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui était assez engagée sur les questions d'écologie, qui avait initié des initiatives de transition assez citoyennes à Nantes, où j'ai grandi en France. Et du coup, c'était assez naturel pour moi. J'ai directement embrayé sur des études de politique environnementale, à la fois en licence et en master. Donc, au lycée, je savais que je voulais faire ça. Et ensuite, pas mal de parcours associatifs où j'étais engagée à la fois dans des assos de terrain et des associations qui travaillaient plutôt à formuler des politiques publiques de la transition. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fini par rejoindre l'équipe de ma députée, avec laquelle je travaille aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça que j'ai été sensibilisée au fur et à mesure au rôle des médias et leur rôle amplificateur des actions de la transition. Oh, c'est trop bien. En tout cas, juste pour faire une petite parenthèse, tu sais que je travaille sur les questions d'éducation, enfin de l'implémentation des questions environnementales dans l'éducation. C'est trop bien en France, vous êtes tellement plus avancés sur ces questions. On a beaucoup de choses à apprendre de vous. Et ça me permet peut-être déjà de parler un petit peu aussi de ce bouquin qui est juste ici, des Shifters. J'ai travaillé ça sur les questions de mémoire. Donc ils ont fait un super travail avec des plans d'action en fait, aussi au niveau de l'enseignement. Mais peut-être on pourra en reparler à un autre moment. Écoute, je vais commencer avec une question pas évidente peut-être. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour toi de venir parler sur une chaîne comme celle-ci, qui traite des questions écologiques, d'inégalité, par le prisme des nouveaux récits? En fait, c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette articulation difficile à opérer entre les médias traditionnels qui touchent le grand public, les masses, et puis les médias spécialisés qui touchent du coup forcément une sphère plutôt convaincue. Mais en fait, les deux sont vraiment interdépendants. Nous, chez Quota Climat, on a l'habitude de dire que les médias spécialisés sont un peu les éclaireurs des nouveaux récits et ils permettent ensuite de faire en sorte qu'on les diversifie, puis qu'ils puissent toucher les médias traditionnels et toucher les masses. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir le temps de développer ce qu'on fait, nos actions, parce que c'est très peu le cas dans les médias plus généralistes. Et je pense que ça peut aussi permettre d'étayer, d'affûter le discours de ceux qui veulent aussi porter la voix de la transition. Et donc voilà, tous ensemble, on se professionnalise un petit peu. Ouais, c'est clair, c'est très bien dit, je l'avais jamais vu un peu comme ça. Mais justement, tu vas pouvoir nous éclairer, en tout cas sur le côté des médias plus traditionnels. Aujourd'hui, on en est où un petit peu dans la manière et dans l'audience qu'ils accordent à ces questions? Alors nous, chez Quota Climat, on est assez critique de la manière dont l'écologie est traitée aujourd'hui dans les médias. On a l'habitude de scinder le constat en deux parties. La première, c'est qu'il y a un problème de quantité d'informations disponibles dans les médias. Et on aime bien commencer par ça parce que c'est pas intuitif. On a l'impression, quand on est très engagé sur les questions d'écologie, qu'on en parle tout le temps, que ça sature l'espace Ouais. médiatique. médiatique. Et même en fait, quand on en parle, moi j'en parlais avec mon grand-père l'autre jour qui me disait mais Eva, c'est quand même dingue cette revendication de quotas. Comment est-ce que tu peux parler de ça alors qu'en fait ça sature l'espace médiatique? Ouais. Et je disais, mais en fait, papy, c'est marrant parce que donc on a calculé ce que ça représentait et c'est entre 1 et 3% de l'espace médiatique. Donc ça, on a développé un observatoire chez Quota Climat avec un consortium d'acteurs qui permet, grâce à de l'IA, de quantifier vraiment très précisément le temps d'antenne dédié. Et ça fluctue, mais très faiblement, d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Même Ok. quand il y a des événements météorologiques extrêmes, ça peut augmenter un petit peu, mais ça reste de cet ordre de grandeur. Waouh. C'est à mettre en comparaison avec des événements géopolitiques qui sont couverts à peu près à plus de 10% de l'espace médiatique, où le Covid, au pic de la crise, c'était 75%. Bon, ça, c'est vraiment un exemple extrême. Mais pour dire quand quelque chose occupe vraiment beaucoup d'espace, c'est ça. Mhm. Et ensuite, nous, on focalise aussi beaucoup sur la quantité, parce qu'on sait dans les études sociologiques que c'est la répétition de l'information qui permet de l'intégrer et de faire en sorte qu'on passe à l'action, enfin que ça normalise en fait Ouais, l'information. bien sûr. Et comme on voit que c'est très faiblement représenté, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que en fait, c'est une préoccupation de fond, mais qui n'est pas, qui n'est jamais mis à la priorité de l'agenda. Et donc, c'est problématique à la fois pour les décideurs, mais aussi pour les citoyens. Donc ça, c'est la première partie du problème. Et la deuxième partie, c'est le fait que l'information soit très peu qualitative. Mm. Et c'est marrant, on a un petit peu évolué dans notre discours à ce sujet. Au départ, on focalisait beaucoup sur la manière dont l'information était représentée, mais pas forcément sur les discours et l'intentionnalité de certains acteurs économiques qui, en fait, travaillent de manière acharnée, avec beaucoup de moyens, à créer du doute et à semer en fait, de la dissonance dans certains récits, Ouais. notamment sur le consensus scientifique, mais aussi sur les solutions de la transition. Mhm. Et de plus en plus, on se dit que peut-être le premier combat à mener, c'est de lutter contre la désinformation.
Et donc ça, cette désinformation, je l'ai dit, elle est alimentée sciemment par certains acteurs et aussi par d'autres de manière moins volontaire, mais par réflexe, parce qu'on a l'habitude de parler de certains sujets d'une certaine manière et donc en fait on perpétue ces récits qui sont délétères à la transition. Donc voilà, premier problème, désinformation. Et deuxième problème peut-être, le fait que les solutions soient très peu représentées. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on pense que les médias spécialisés sont très utiles, c'est que c'est peut-être encore une des seules poches de l'espace informationnel où on en entend parler. Ouais, ça me fait penser à un événement auquel tu as participé avec ton équipe récemment, qui était au festival Change Now à Paris, où vous avez fact-checké le discours des plus gros partis représentés en France sur les questions environnementales. Je trouve ça génial. On en avait parlé un petit peu en off aussi. Du coup, c'est hyper important tout ça. Et c'est vrai que tu as raison. Aujourd'hui, il y a quand même, il y a la quantité qui est traitée et puis il y a aussi la qualité, quoi. Mais du coup, en parlant aussi un peu de qualité ou même de quantité, pourquoi en fait c'est important aujourd'hui que ces questions soient traitées au niveau médiatique? Déjà, il y a une tendance aujourd'hui qu'on observe de plus en plus présente où on a l'impression que les questions d'écologie clivent dans la société. Et nous, ce qu'on constate, et ça a été aussi théorisé par un certain nombre de chercheurs, c'est que ce clivage, il est perpétué par certains décideurs et certaines figures qui peuvent créer des récits ou les amplifier dans l'espace public. Et c'est pas tant une question de préoccupation de la société, parce que la société est assez unanimement préoccupée par la réalité du réchauffement climatique. En France, il y a une étude dernièrement qui est sortie qui montrait que 68% de la population savait que le coût de l'inaction était supérieur au coût de l'action. Donc en fait, il y a quand même un niveau d'alerte qui est très élevé. Et donc ça montre que globalement, le fait d'opérer la transition, c'est plutôt accepté. Par contre, on présente la transition écologique comme clivante et non mobilisatrice, voire accélératrice de la polarisation de l'opinion. Ouais. Et ça, on sent que les médias participent grandement à ces récits. Et ce qu'on craint, c'est qu'il y ait un scénario comme ce qui se passe aux États-Unis, mais honnêtement, ce qui est en train aussi de se passer en France, où des médias d'opinion se servent de l'écologie pour alimenter en fait cette polarisation. Ouais. C'est très inquiétant parce que une fois qu'une société est polarisée, une fois que des enjeux sont devenus identitaires, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble à construire des solutions et des politiques qui soient consensuelles. Or, c'est indispensable pour opérer la transition. Aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra pas faire sans la politique et l'État. Ouais. Et ensuite, deuxième sujet qui est assez préoccupant, c'est la manière dont les entreprises et les actions des entreprises sont représentées dans les médias. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de greenwashing. Ça, c'est des allégations fallacieuses qui trompent le consommateur et c'est vraiment très problématique. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que les entreprises sont très réticentes à communiquer sur des actions complexes qu'elles mènent de transformation profonde de leur modèle économique. Parce qu'en fait, ça ne passe pas dans les médias, c'est très difficile à communiquer. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui prennent la lumière, c'est celles qui mettent en place des actions qui sont ponctuelles, anecdotiques, mais qui passent bien en fait, juste dans l'immédiateté de l'information. On sent que... Ils sont faciles à communiquer aussi, quoi. Exactement. Et donc en fait, non seulement ça met l'accent sur la façade et non pas sur les transformations profondes qui sont nécessaires, et du coup, ça ne permet pas de valoriser le compliqué. Et donc nous, ce qu'on aimerait se dire, c'est si déjà on pouvait discerner le vrai du faux, ça désinciterait les acteurs économiques qui ne fonctionnent pas forcément suffisamment vite en matière de transformation écologique, et ça permettrait de redorer le blason de celles qui vraiment mettent les mains dans le cambouis. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ces médias spécialisés, des médias traditionnels. Si aujourd'hui, les auditeurs et auditrices qui nous regardent ont envie de trouver de l'information, tu parlais aussi du fait que vous étiez assez critique chez Quota Climat et je tire mon chapeau pour votre travail, ça c'est clair. Mais ici, j'essaie aussi parfois d'avoir une vision un petit peu plus optimiste, on va dire, et inspirante. Est-ce qu'il y aurait des médias que toi tu recommandes d'aller suivre? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut trouver de l'information qui est bien traitée en termes de quantité et en termes de qualité, comme tu disais tout à l'heure? En fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bons élèves. C'est une thématique qu'on travaille beaucoup en ce moment, c'est voir quel est le standard vers lequel les autres pourraient tendre et voir s'il n'y a pas justement ce bon élève qui pourrait inspirer tout le reste du marché vers le haut. Ouais. En fait, aujourd'hui, on est dans l'incapacité de dire, c'est très triste, hein, mais on est dans l'incapacité de dire qu'un média, unanimement, fait du super travail en matière de couverture des enjeux écologiques. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des médias qui ont des bonnes pratiques, qui sont à valoriser. Donc là, je pourrais citer par exemple le JT Météo-Climat de France Télévisions, qui fait le lien entre cause et conséquence, entre ce qui est visible et les mécanismes structurels. C'est indispensable pour comprendre, et ça fait vraiment... ça répond à une demande citoyenne importante. Il y a aussi, par exemple, Le Monde qui fait une couverture, souvent sous forme de série visuelle, avec des infographies à la clé des conséquences du réchauffement climatique et aussi certaines solutions. Ils mettent en place des vidéos très pédagogiques pour expliquer un petit peu les rouages et de manière imagée. Donc ça,
trouve que c'est vraiment passionnant. On a aussi beaucoup de médias qui font du fact-checking, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Par exemple, Libération, France Info TV, ils font pas mal ça aussi. Donc ça, c'est des bonnes pratiques à prendre un peu de toutes parts. Ok. Mais je ne pourrais pas dire aujourd'hui qu'on a un super élève, si ce n'est qu'on a des super médias spécialisés qui font du super travail. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment est-ce qu'on passe à échelle en fait, cette information de très bonne qualité et qu'on fasse en sorte que ça soit diffusé auprès des audiences qui ne le sont pas et qui, de plus en plus, on voit, sont en perte de repère par rapport à ce qu'il faut mettre en place. En soi, une question aussi que je me pose, parce que moi j'ai fait un tout petit peu de consultance dans certains médias, notamment des médias plus de radio et tout en Belgique, c'est vraiment la question de former les équipes en fait, parce que si ces personnes en interne doivent bien traiter l'information, fatalement elles doivent être quand même bien formées. Et donc la question c'est comment on les forme, comment on accède au fait de les former et tout. C'est quand même compliqué, non? Oui, la formation, c'est un levier qui est indispensable. Et c'est marrant parce que nous, c'est un levier qui vient souvent quand on parle aux journalistes et aux rédactions comme le premier jalon en fait, pour entamer la transformation. Le sujet, c'est que c'est plutôt consensuel au sein de la profession qu'il faudrait faire ça. Non pas que ce soit mis en place, réellement c'est compliqué. Ouais. Et il y a pas mal de critères à mettre en place pour que ce soit efficace. Par exemple, nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'il faut mélanger les grades hiérarchiques pour faire en sorte qu'on n'a pas juste les jeunes journalistes qui se forment et puis le haut de la hiérarchie, les dirigeants, les rédac-chefs qui ne se forment pas du tout, ou alors qu'ils se forment entre eux mais avec des retours d'expérience très différents. Et donc en fait, l'information circule mal et il y a vraiment un décalage entre les attentes des uns et des autres. Il faut aussi qu'on puisse être remplacé quand on se forme pour pas que ça génère une charge supplémentaire dans son travail. Il faut que ce soit à la fois une formation initiale et continue, qu'il y ait des indicateurs pour s'assurer que ce soit dans le temps. Voilà, bon, il y a tout un tas de choses qui font que c'est qualitatif. Mais au-delà de ça, nous, ce n'est pas forcément notre cheval de bataille principal. Parce que ce qui est de l'ordre de l'évidence progressive pour la population, pour la profession de journaliste, à la limite, on leur laisse. Et nous, on va aller insister là où c'est moins évident. Et là où c'est moins évident, c'est d'avoir des engagements qui soient contraignants, d'avoir des indicateurs d'évaluation de ces engagements et de sanctions éventuelles si ce n'est pas mis en place. Donc si je suis un média qui m'engage à mettre un plan de formation pour toute ma rédaction en 2 ans et qu'à l'issue des 2 ans, il n'y a qu'un dixième de la rédaction et comme par hasard, les pigistes qui ont 20 ans, qui sont intéressés par les questions d'écologie, qui sont formés, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a de la redevabilité derrière? Et c'est pour ça qu'on travaille plutôt aussi au niveau de la loi. Ok. Justement, en parlant de loi, on parle beaucoup c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de liberté, je trouve aussi, quand on parle des questions écologiques. Est-ce que tu penses que pour que ces sujets soient traités au niveau médiatique, on va devoir passer par des lois contraignantes? Est-ce que tu penses que ces lois peuvent brider en fait les libertés ou au contraire en fait faire l'effet inverse? En fait, c'est intéressant comme débat parce que les ultralibéraux considèrent que le fait de disposer de lois concernant les libertés, c'est nécessairement négatif, c'est-à-dire qu'en fait, on va brider l'existant et on va détricoter les principes démocratiques. Que la liberté d'expression existerait que dans une absence totale de régulation. En France et au niveau du droit de l'Union européenne, ce n'est pas nécessairement ce qui est écrit dans les textes. Il y a une notion qui existe qui s'appelle l'abus de droit, qui fait que si un droit empiète sur un autre, en fait, on a le devoir de faire en sorte de rétablir cette balance. Et rétablir cette balance, c'est nécessairement réguler. Et ce n'est pas pour brider, c'est pour protéger. Ouais. Et en fait, c'est toujours le rôle de l'État, dans un système où les rapports de force sont inégaux. On est là pour rétablir en fait, ces rapports de force et s'assurer que les moins privilégiés, les plus démunis ou pour des raisons économiques, politiques ou sociales, puissent aussi bénéficier de certains droits. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le droit à l'information environnementale, qui dans notre constitution en France est inscrit, ce n'est pas le cas en Belgique, c'est le cas dans très peu de pays, mais en tout cas c'est aussi valorisé par d'autres leviers législatifs, il n'est pas protégé du risque de désinformation. Et donc nous on se dit, c'est pas parce qu'on encadre la désinformation dans la loi, et c'est ce qu'on propose de faire en France, que ça va tout d'un coup nous sortir de la démocratie. Au contraire, je pense que ça renforce cette démocratie. Et de plus en plus, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques jours qui dit que en fait, la désinformation est peut-être une menace démocratique la plus prégnante aujourd'hui parce qu'on voit que ça se diffuse à une vitesse inouïe, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, et qu'on n'a aucun levier pour s'en prémunir. Et c'est hyper dangereux. Ouais. J'ai regardé une vidéo justement de Gaspard G, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup, sur les deepfakes, et c'est absolument effrayant, quoi. Tu as déjà cité pas mal de trucs et vous faites déjà, comme je disais, un travail absolument dingue chez Kotak Climat. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu aimerais nous expliquer, que tu fais, ou que vous faites, pardon,
et qui est important? Je pense qu'il y a un pan très important de notre action qu'on a tendance à sous-estimer parce que c'est pas forcément quelque chose de visible ou qu'on va communiquer au long cours à notre audience. C'est le fait qu'on produise de la donnée. Donc c'est l'observatoire qu'on développe avec les pouvoirs publics français et un consortium de partenaires. Et en fait, cette donnée, elle a été instrumentale à notre plaidoyer. Et je pense que c'est ça qui fait la force de notre argumentaire aujourd'hui, c'est de pouvoir être en capacité d'objectiver ce dont on parle. Et c'est quelque chose, la culture de la donnée, qui n'est pas forcément très présente dans les milieux militants, parce que déjà, ça demande des compétences de pointe et c'est très difficile d'y avoir accès, mais aussi parce qu'on a tendance à dire que les arguments moraux vont être suffisants pour défendre nos idées. Et en fait, pour dépasser le mur du son auprès des personnes qui ne sont pas convaincues de prime abord par nos sujets, c'est indispensable de structurer cet argumentaire de manière la plus objective et neutre possible, robuste. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que la donnée, ça a fait la différence dans notre argumentaire. C'est de dire, on a des intuitions qui sont qu'on en parle très bien, qui sont que c'est pas ça le problème, que les médias font bien leur travail, que le problème c'est peut-être les entreprises, les politiques, etc. Mais en fait, à partir du moment où on a un rouage du façonnement des récits, du façonnement du débat public, alors on est responsable. Et le fait de montrer à quel point aujourd'hui ça dysfonctionne, ça nous permet d'avoir des pistes d'action très concrètes et de convaincre par rapport à ça. À nouveau, je tire mon chapeau, c'est vraiment impressionnant. Comme tu sais, ici, moi aussi en tant que prof, mais sur cette chaîne, je traite donc la question des nouveaux récits, qui est une question que je pense qui est essentielle. Est-ce que toi, tu penses aussi que c'est une branche d'action qui aujourd'hui, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as envie d'étoffer un petit peu ton propos sur la question des nouveaux récits? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important dont il faut qu'on se saisisse? Oui, il y a une sociologue qui s'appelle Sophie Dubuisson-Kellier que j'adore et qui parle très bien de ça, sur la notion de comment est-ce qu'une innovation, une technologie, que ce soit high-tech ou low-tech, va pénétrer l'espace social et faire en sorte que ça devienne véritablement efficace et impactant. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a la partie technique qu'on a tendance à survaloriser. Ensuite, il y a la partie ingénierie sociale, innovation sociale, qui fait que ça peut fonctionner. Et la force des nouveaux récits, c'est 3 choses. C'est de rendre acceptable, diffuser et aussi normaliser ces nouvelles technologies qui sont les solutions de la transition. Et aujourd'hui, les médias sont indispensables à créer ces 3 facteurs. Quand je dis normaliser, c'est par exemple considérer qu'un comportement qui est par exemple de manger moins de viande, c'est quelque chose qui n'est plus anecdotique, mais qui est de plus en plus fait dans un certain nombre de foyers parce que les gens comprennent que la viande a un impact sur l'environnement. Ou dès lors que j'ai les moyens de changer à la voiture électrique et de montrer qu'il y a un certain nombre de personnes qui le font. Et ça, c'est des nouveaux récits qui ne sont pas... quand on parle de nouveaux récits, on a l'impression que c'est très conceptuel et très lointain. Disons que c'est un concept un petit peu artistique. En fait, non, c'est très concret. C'est juste expliquer qu'il y a des choses qui existent et que désormais, c'est plus difficile. C'est coûteux pour certaines personnes et ça, il faut faire en sorte que le contexte évolue autour de ça. Mais en tout cas, on peut avoir de la joie et s'épanouir là-dedans. Et donc, je pense que c'est indispensable que les médias participent à ça. Magnifique, je ne l'aurais pas dit mieux. Mais c'est vrai que quand j'aborde la question des nouveaux récits, je parle de demain plutôt que parfois de l'avenir, parce que l'avenir, c'est un concept qui est abstrait et les gens, c'est difficile à imaginer. Et j'aime beaucoup, donc je dis souvent, tu vois, que c'est inspirant, etc. Mais j'aime beaucoup le fait, dans une définition, que c'est réaliste, que c'est une vision réaliste du futur. C'est vraiment se dire comment ensemble on imagine demain, c'est quoi une société décarbonée? Est-ce qu'il y aura des voitures? Est-ce qu'il y aura des avions? Est-ce qu'il y aura encore de la viande? Voilà, tous ces exemples un peu concrets. Mais voilà, écoute, pour terminer un petit peu cet échange, moi, il y a quelque chose que j'aime souvent faire, c'est te demander s'il y a quelqu'un, tu parlais de cette sociologue que je vais aller découvrir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaiterais voir ici à ta place sur ce siège, que tu penses que je devrais inviter sur cette chaîne? Oui, je vais citer un ami que j'admire beaucoup, qui est chercheur à Sciences Po sur l'acceptabilité des politiques publiques de la transition. Il s'appelle Théodore Tallant. Et lui, il travaille vraiment sur la manière dont, dans les territoires, on peut faire en sorte que les solutions de la transition ne créent pas des fractures, mais au contraire rassemblent et comprendre quels sont les leviers pour rassembler. Et je trouve que ce qu'il fait est passionnant. Il essaie aussi de voir comment est-ce qu'on peut transformer cette compréhension de terrain dans les discours politiques et médiatiques. Et en fait, je pense que c'est aussi des personnes qui conçoivent la recherche et la production d'informations comme un levier d'action qu'il faut valoriser parce que ils ont à la fois les clés et des voix souvent encore très peu visibles. Donc voilà, je le recommanderais. Top. Écoute, j'espère pouvoir l'inviter un jour et qui fera aussi peut-être le déplacement jusqu'à Bruxelles. J'espère aussi. Ou alors nous, on ira avec notre matos là-bas. Écoute, pour terminer, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais dire à nos auditeurs, à nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu aimerais faire passer? Mais tu as parlé tout à l'heure du fait que tu aimais bien parler de demain et pas d'un futur lointain. En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup dans la transition, c'est de voir aussi
que les gens qui s'engagent, ils prennent beaucoup de plaisir et en fait c'est assez émancipateur de participer soit en tant qu'activiste militant, chercheur politique, enfin Ouais. toutes les manières qu'on a possible de s'engager pour la transition. Généralement c'est beaucoup de joie et on a l'impression qu'on est des personnes assez aigries de l'extérieur, très en colère, etc. Mm. Et ben voilà, en fait j'aimerais partager ça parce que je trouve que c'est aussi une manière de mettre en lumière une des façons d'opérer la transition, c'est de le vivre de sa propre expérience. Je suis hyper d'accord. Moi, j'ai jamais été aussi content que depuis que je fais ça. Et puis, enfin, voilà, on est tous conscients et conscientes qu'on fait partie de ce nouveau monde qui est en train de se construire et qu'on œuvre pour un monde quand même plus juste. Et que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont vraiment en bénéficier, quoi. Donc, moi, je suis super content de faire ça. Je suis super content de t'accueillir. Je suis super content d'avoir l'opportunité et le privilège de faire tout ça. Donc, la joie, faire ça avec joie, je suis hyper d'accord. Merci beaucoup encore d'être venu ici. Merci de Et l'invitation. j'espère pouvoir te réinviter peut-être un jour pour un deuxième épisode ou quelqu'un d'autre de ton équipe, on verra. Avec plaisir. À bientôt, Eva. À bientôt.